Un jour, ils m'ont appelé, je pense que je me rappellerai toute ma vie de ce coup de fil. Voilà, on pense à toi pour jouer le comte de Monte Cristo et de Dantès. Ah, c'est vrai que pour un acteur, c'est un peu un truc de fou quand même. Tu sais que tu vas jouer 5 personnages en un, différents âges, différentes époques, et surtout cette obsession de la vengeance, cette obsession maladive, cette névrose, cette injustice, ce bonheur, cette folie, être à la fois un héros, le diable et Dieu. Donc c'est assez magique comme rôle, c'est peut-être une fois dans une carrière, donc j'étais très heureux. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Quand j'avais 15-16 ans, j'ai découvert ce livre et c'était, je pense, le premier livre que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire. C'était pas l'espèce de truc forcé de la prof de français où t'es obligé de te taper 80 pages en rentrant chez toi. Ah là là, j'en peux plus. C'était la première fois que je lisais un truc et je me disais, oh, j'ai envie de savoir la suite. Je rallumais la lumière le soir et jusqu'à 2 heures du mat, je lisais. C'est la première fois que j'avais l'impression d'avoir voyagé avec ma chambre dans une aventure de fou, quoi. À partir de ce moment-là, ce personnage était un peu mythique pour moi, comme pour beaucoup de lecteurs à travers le monde même, parce qu'en fait, le livre, il est traduit dans des centaines de langues et j'avais déjà vu la version avec Gérard Depardieu et j'avais vu la version avec Jean Marais et j'ai découvert à l'occasion une autre version avec Louis Jourdan et une version surtout que j'ai beaucoup aimée, que je connaissais pas, avec Jacques Weber, qui a d'ailleurs été réalisé par le père d'Alexandre de la Patellière. Donc c'était marrant et je trouve que c'est une des meilleures versions. En tout cas, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est assez classique, assez théâtrale, mais du coup ça traverse mieux les époques et le temps, ça vieillit mieux, je trouve. J'étais content que dans cette adaptation, on s'attelle à justement retranscrire la noirceur déjà du personnage, c'est-à-dire il est assez dark. En fait, c'est un peu la genèse des Batman. Les créateurs de Batman se sont inspirés de Monte Cristo, c'est connu. Plein de super-héros s'inspirent de Monte Cristo sur le côté vengeur masqué, évidemment. Mais il a une noirceur plus européenne que les Américains quand même, c'est-à-dire il a cette détresse, il a cette fragilité, cette fébrilité, et il a aussi ce côté très tourmenté, très brisé par tout ce qu'il a vécu et par sa foi en l'être humain qui est complètement partie. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Donc moi j'aime bien ce côté-là plus dark en fait, et on a voulu explorer ça, mais évidemment il est à l'origine de beaucoup de récits, beaucoup de livres, il a inspiré énormément de super-héros et tout ça, mais c'est notre super-héros français à nous, et moi je crois que de ce côté-là je suis effectivement assez fier d'adapter des très grands romans comme ça, le rendre plus pop, bah oui et non, moi je crois qu'on a été plutôt fidèle aussi dans les transformations, c'est-à-dire le fait d'aller au bout du côté réaliste Edmond Dantès ne doit pas être reconnu par son entourage 15 ans plus tard, et du coup fatalement il se transforme vraiment physiquement. On est allé au bout de ça, on a fait 150 heures de maquillage avec un maquilleur extraordinaire. On a pris des partis pris qui sont pas forcément inventés, qui sont dans le livre, mais qui ont rarement été mis dans les adaptations. Alors ouais, j'ai dû apprendre à jouer avec des nouveaux visages complètement. C'était le gros challenge du film. On voulait vraiment aller dans ces transformations-là, changer le visage, garder le regard pour le comte de Monte Cristo, mais quand même créer un trouble pour les gens qui l'ont connu. En tout cas, qu'il y en ait qui puissent ne pas le reconnaître, et d'autres comme Mercedes qui l'ont tellement connu intimement qu'elle soit définitivement troublée. Donc c'était un travail assez précis de maquillage. On a passé beaucoup de temps à les essayer. C'est des prothèses, voilà, qui changent pas mal de traits, qui en floutent d'autres, voilà. Et l'idée était de réapprendre à jouer avec ces visages-là. Alors parfois aussi, je joue un mec qui a 80 ans, parfois un lord anglais, donc fatalement, il faut totalement réapprendre comment tu bouges ton visage, ton sourire raconte plus la même chose, ça peut être beaucoup plus carnassier que mon sourire naturel. Donc c'était à la fois passionnant et beaucoup de travail en même temps, et beaucoup d'organisation aussi, de pas se perdre dans le fil rouge de tous ces personnages. Équitation escrime que j'avais jamais fait, donc c'était une bonne formation, plusieurs mois avant le tournage, et puis l'apnée effectivement, parce qu'on a une scène d'évasion qu'on voulait et impressionnante et réaliste, donc on voulait un plan séquence où je puisse tenir un peu longtemps sous l'eau tout en bougeant, tout en étant dans un état de panique. Donc en fait tu dépenses très vite ton oxygène, et on est à 15 mètres de profondeur, lesté et tout, donc il fallait quand même que je puisse trouver un niveau de sérénité. Donc ça, je me suis entraîné avec le champion du monde tout simplement d'apnée, et j'ai appris avec lui. Il m'a décomplexé en m'expliquant que les Américains effectivement faisaient des scores de fou, genre des 6, 7 minutes, 8 minutes sur Avatar, mais il m'a expliqué, je lui ai dit ouais, mais moi comment ça se fait que j'arrive qu'à faire 3 minutes 45? Il me dit non, mais eux ils prennent de l'oxygène pur. Donc j'ai appris plein de trucs, j'ai appris que eux trichaient un petit peu en se rajoutant un peu de l'oxygène dans le sang de manière artificielle avant leurs apnées. C'était intéressant, et du coup ça me décomplexait. Je me disais bon, ça va, je fais 4 minutes mais ça va, c'est normal. Je suis pas moins bon que les Américains. Non, c'était vraiment intéressant de plonger avec lui. Et puis l'idée était de gagner du muscle au début, perdre du poids, puis ensuite être sec, c'est-à-dire regagner un peu de muscle mais avec 0 gras. Donc voilà, j'aime bien ces challenges-là, j'aime bien ces défis-là. C'est un peu yo-yo, donc c'est pas très bon pour la santé, je le ferai pas tous les jours, mais pour un film c'est cool à faire. Ouais. Le château d'If, on aurait aimé y tourner, mais c'est très compliqué parce que c'est un monument historique. Donc on a tourné tous les extérieurs château d'If, en drone, en bateau et tout ça. Donc tous les extérieurs c'est vraiment le château d'If. Tout ce qui est intérieur, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'à un moment il y a aussi des tunnels. On voulait avoir une
une grande amplitude avec les grues et les caméras, donc il faut du recul, il faut de la place, donc forcément on est allé en studio. Et là la déco a fait un truc dingue, ils ont fait vraiment toute une cellule en pierre, incroyable. Et ça c'était un des décors les plus fous que j'ai vu, donc ça c'était une énorme porte de genre 10 mètres sur 10 qui se refermait et t'étais dans un cachot comme ça, dans un cercle comme on voit dans la bande-annonce. On a aussi notamment tourné dans des tout petits escaliers au bord de la Méditerranée, ça mettait 1 heure de marche pour y arriver, ils avaient amené par bateau et à pied tous les trucs nécessaires pour tourner, les grues et tout, ils ont tout monté sur place. C'est un des jours où j'ai été le plus impressionné de ma vie par la technique. Ils posaient les trucs sur des cales et tout, sur des rochers, c'était vraiment une toute petite crique absolument magnifique avec des milliers d'escaliers qui descendent, mais on le voit dans le film, donc pour les décors, rien que pour ça, franchement, c'est vraiment une dinguerie. Colmini